Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 4 février 2021. Je ne vous ferai pas le coup de vous dire que je vais vous parler de Tout est accompli, du fameux trio christique tel que nommé par Robert Hébert. Je ne vous ferai pas le coup, mais je vous annonce que dimanche matin, je vais vous en parler une dernière fois. Voyez. Alors, dans les 3 prochains jours, je vais vous parler d'un auteur qui est toujours vivant, qui est né le 10 juin 1926. Alors, il va donc avoir 95 ans. Et c'est Jérôme Pegnaud dont il est question. Jérôme Pegnaud qui a travaillé dans diverses maisons d'édition, qui est un concepteur, un typographe, un fabricant de livres, un fou de livres, un fou de lecture. Vraiment, là, c'est l'amoureux intégral. Lui, il n'a pas fait sien le précepte de Marc Aurèle, rejette la soif de livres. Lui, au contraire, il s'est enivré de tous les livres, pas que sur un plan formel, pas que sur un plan de fond, mais sur un plan formel également. Il a commis un très très bel ouvrage que je vais vous montrer qui s'appelle Typoésie. Vous avez compris, une contraction de typographie de poésie, créant par là une poésie visuelle, entre autres choses. Alors donc, il a été typographe, il a été également un pamphlétaire. Et il a participé à diverses causes sociales, donc il est engagé politiquement. Il a, entre autres, soutenu l'indépendance algérienne, qu'il fallait quand même un sacré courage pour le faire pendant les années où a duré cette guerre d'indépendance. Et là, il a également aussi, et c'est assez... il est à l'origine des écrits, de la publication des écrits de sa tante, Laure Pegnaud. Laure Pegnaud qui a été la compagne, l'infortunée compagne de Georges Bataille. Et la relation qu'elle a eue avec Bataille, une relation j'aurais envie de dire, déplorable. Ils ont un exemple de... Ils ont fréquenté ensemble les bordels, des séances d'humiliation, des séances sadomasochistes. Il l'envoyait aussi aller coucher avec des hommes par hasard dans la rue. Et après, il lui demandait de narrer dans le détail ce qui s'était passé dans une chambre d'hôtel sordide. Et là, il se gavait de détails, et il se mortifiait, il se roulait au plancher. Quelque chose d'assez insensé, mais qui fait de Bataille aujourd'hui un écrivain que je qualifierais de pornophile, et non pas que pornocrate, de pornophile, mais et qui revient. Hein? Il s'avance, il s'avance là il s'avance comme un combattant rampant dans la boue. Il s'avance, on ne le voit pas venir, mais il s'approche. Étant donné que nous vivons maintenant à l'ère de la pornographie industrielle d'un côté, et de l'autre, une espèce de nihilisme dévergondé qui est l'envers négatif d'une quête spirituelle. Alors, pornographie, quête du sacré, et voilà, Bataille est notre homme. Bataille incarne à merveille ces deux pôles qui peuvent sembler contradictoires, hein, avec l'orgie extatique, avec l'expérience des limites, avec une... Mais il faut dire aussi l'usage de la pornographie est également quelque chose d'assez triste. Mais ça me fait penser à ce que disait Yvon Boucher, hein, auteur sulfureux s'il en est,
qui lui se défendait d'être un pornocrate. Il disait de lui-même qu'il était en fait un pornophile, jugeant que la pornographie était la meilleure école d'éducation sexuelle pour les femmes en particulier. Alors vous imaginez bien qu'un Yvon Boucher qui vit presque reclus dans le plateau, dans un appartement du plateau, dans un appartement qui est d'une extrême propreté également. Alors, je pourrais vous en parler d'Yvon Boucher. On s'est fréquenté pendant quelques temps. On a commis ensemble cette revue-là, la compagnie à numéro. Mais moi, il me jugeait, selon ses propres dires, trop green. C'est vrai que je suis plutôt pudique, disons. Et toutes ces expériences-là sexuelles limites ne sont pas dans ma nature. Voilà. Mais personne ne peut juger des pulsions ou des élans qui portent quelqu'un à aller très loin dans la débauche, disons. Et ce Jérôme Peignot-là est à l'origine, donc, de la publication des Écrits de l'art de son infortunée tante, qui, entre autres, avait choisi le prénom de l'art parce que c'était en fait, ça faisait partie de ses noms de baptisé, mais également référence oblige à cet auteur emblématique et intercesseur de la débauche divine, c'est-à-dire le marquis de Sade. Alors, et là, Jérôme Peignot a eu maille à partir avec son propre père, qui a des relations extrêmement tendues, tout le long avec son père. Tout le long de sa vie, il a eu des conflits avec son père, qui était directeur d'une usine de... peut-être que mes notes ont été... d'une maison d'édition ou d'une fabrique de papier. Voilà. Alors, c'est pour ça aussi le jeune Peignot a baigné dans les effluves de la pâte à papier. Alors, il pouvait bien s'enivrer. Et donc, le père s'est opposé. Il y a eu des procès. Il a été soutenu, d'ailleurs, Jérôme Peignot a été soutenu dans son projet de publication des Écrits de sa tante par Michel Foucault, entre autres. Et les intellectuels très importants des années 60, des années 70. Alors, toujours vivant, toujours vivant. Et d'ailleurs, je vais vous montrer... oui, puis pour en conclure avec Colette Peignot, elle a fini, elle a soutenu elle a soutenu l'URSS, elle a été communiste, et elle est morte à l'âge de 35 ans dans une extrême indigence au terme d'une... Puis pourtant, elle venait d'une famille très, très bourgeoise, personne raffinée, cultivée, qui a radicalement tourné le dos à son... Elle a trahi. En tout cas, elle a trahi sa classe. Mais il y a des... Trahir sa classe, c'est une nécessité, on en conviendra. Mais quand on trahit la bourgeoisie, il n'y aura personne pour vous en féliciter. Tandis que quand on trahit sa classe d'origine, qui est de basse extraction, disons, de l'Ontario, par exemple, eh bien là, on va vous en féliciter. Et on va vous en féliciter, et on risque même de vous citer en exemple. Mais il n'y a pas de mérite à trahir quand il n'y a rien à se mettre sous la dent. Il n'y a pas de mérite à quitter la table quand la table est vide. Par contre, trahir sa classe quand on vient d'un milieu bourgeois, ça, on s'incline. On s'incline bien bas. Et pour en revenir, parce qu'on pourrait en reparler de Colette Peignot, on pourrait parler des relations qu'elle a eues avec le milieu intellectuel. Elle était la compagne de Souvarine, entre autres. Vous savez, qui a écrit un livre terrible contre Staline, Boris Souvarine. Le titre méchant, quand j'ai connu Staline. Il était quelque part là, sur les rayons. Et donc, il a travaillé. Voilà, c'est de cet ouvrage-là dont je vais vous parler. Mais avant, je vais vous montrer quelques-uns des livres qu'il a publiés.
Il a travaillé, entre autres, dans la branche française du Reader Digest. Ouais. Le Reader Digest. On est loin ici des auteurs et des guerriennes, mais le Reader Digest. Qui s'appelle, attendez, je vais vous le montrer, qui s'appelait, alors oui, il a travaillé de 1950 à 1963, et il y a eu une grève parce que le patronat américain a retiré une prime aux employés, grève qui a été menée tambour battant par Jérôme Pegnaud, grève remportée, mais après, il a été congédié. Alors, il a donc travaillé pendant 13 ans, de 1950 à 1963, et il en a tiré un récit, ceci, que je vous montre. Tenez. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Alors donc, grandeur et misère d'un employé de bureau. Et la fameuse branche du Reader Digest s'appelait le Canadian and French Magazine. Alors, voilà. Alors, et il raconte là-dedans, donc, les tribulations qu'il a opposées à son patron, Rouvert. Un personnage dont il dit de lui inculte, fort. Et il le décrit avec force détail, s'inspirant par là d'une lecture qui a été fondamentale pour Jérôme Pegnaud, Saint-Simon. Alors, et il a tout récemment, il y a quelques années à peine, il a publié ceci, Portrait en miroir. Portrait en miroir, ce sont un livre assez, moi, que j'ai beaucoup apprécié, de gens qu'il a connus. Puis il a connu tout le monde. Paul Éluard, Colette, Drieux-La Rochelle, Blaise Sandrard, Henri Cartier-Bresson, Matisse, Bernard Noël, qui est toujours vivant aussi, Bernard Noël. Jean Paulhan, me semble-t-il, on prononce Paulhan. Bon, c'est ce qu'on m'a expliqué. Mais tout le monde dit Paulhan, mais on ferait tous la même erreur. Ça serait Paulhan. Pérec, Picasso. Et ça, je vais vous lire un chapitre de ça demain. Voilà. On va rester avec Pegnaud un petit moment. Je vous ai parlé de son ouvrage le plus important, à mon sens, qui est Typoésie. Je vais vous le montrer. Alors, voilà. Typoésie. Alors, le livre, il est absolument parfait. Tenez. Alors, voyez à quoi ça ressemble. Allez, regardez par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors la fille d'auberge a levé les yeux vers eux, et les trois hommes du silence ont vu 11. Alors c'est assez... Alors c'est aussi un compendium de certaines pages couverture dont il est à l'origine. C'est un livre très, très étonnant. En fait, c'est un livre qui ne se lit pas. En tout cas, pas de manière classique. On ne l'appréhende pas. Ce n'est pas un récit. Ce n'est pas de la poésie en tant que telle. Comme je dis, c'est la contraction. Mais c'est un éblouissement typographique. Est-ce qu'on est en présence là d'une œuvre d'art? Oui, d'une œuvre d'art délinquante, iconoclaste. Tenez, je vous en montre encore. Portrait du buffet.
Alors, qu'est-ce que ça dit? Que les lettres de l'alphabet soient indispensables à la manifestation de la pensée est certain. Pourtant, nombreux sont ceux qui l'oublient ou le nient. Cet ouvrage regroupe des compositions tant littéraires que plastiques, dont le dénominateur commun est tel que le fond et la forme y sont rigoureusement indissociables, ce qui n'est pas le cas des calligrammes. Il fallait donc trouver un terme adéquat pour les désigner, avec ce mot, typoésie, qu'il a forgé et auquel il a donné l'aspect graphique reproduit sur la page titre. Penniot met en évidence l'existence d'un genre poétique à part entière. Pour montrer que cette poésie se manifeste en ayant recours aussi bien aux lettres et à la ponctuation qu'aux chiffres et aux notes, cette anthologie est divisée en 5 parties. Typographie, poésie visuelle, chiffres, peinture, musique. Alors, vous voyez, c'est pas... Alors, ce qu'on dit de lui, justement, il est un écrivain né dans le plomb. Il est l'héritier de la célèbre lignée des fondeurs de caractères qui, depuis Balzac, a donné à la typographie française contemporaine ses plus belles lettres de noblesse. Lui aussi vend des caractères d'imprimerie, mais sous forme de romans et d'essais. Cependant, il a continué à vouer un culte à la belle typographie et rêve d'une forme pure où signe, signifiant et signifié formeraient un tout indissociable. Dans le but d'introduire la discipline de l'écriture et de la typographie à l'université, en 1985, il a passé le doctorat d'État lettres sur le thème de la calligraphie latine en 85. Faites le calcul. En 85, il y a près de 60 ans. Là. Dans le but d'introduire la... Bon, chargé de mission par le ministère de la Culture, sous l'époque de Jack Lang, il insiste dans son rapport tant sur l'urgence du sauvetage du plomb, partie intégrante du patrimoine national, que sur l'importance de développer l'enseignement de l'écriture dans tous les sens du terme, dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur, comme dans les écoles d'art. Enfin, le rapport Penniot analyse les conditions du transfert de la typographie du plomb sur informatique sans que la qualité graphique des caractères en ait à souffrir. C'est intéressant ça ici. Parce que là, ici, vous avez compris qu'il s'éloigne du travail du travail des artisans orthodoxes qui jugent que on ne fait pas de très beaux livres sans utiliser les lettres de plomb. Et le travail, les livres d'artistes, entre autres, tirés à très très faible tirage, numérotés, signés généralement, sur du papier d'extrême qualité. Puis il y en a de toutes les sortes. Du papier chiffon, pour ne nommer que ceux qui me viennent en tête. Là. Parce que bon, la pâte de papier, c'est un art aussi de fabriquer une pâte à papier. Et une bonne pâte à papier peut durer quelques siècles. Alors, la fabrication d'un livre d'art selon les règles anciennes, selon les règles ancestrales, s'inscrivent dans un désir de pérennité. On s'inscrit dans la durée en faisant un livre d'artiste. Mais lui, ici, il prend à bras-le-corps cette question-là de l'informatique sans, au fond, il arraisonne l'informatique à cet art ancien qui est la manipulation du plomb. À mon sens, ça m'apparaît très, très, très intéressant. Et pour les jeunes artisans qui auraient envie de faire encore de très, très, très beaux livres et qui respectent ou qui
non seulement ne respecte les canons typographiques, mais qui les fait bouger, qui les fait avancer, eh bien, ils peuvent utiliser les divers logiciels sans qu'il y ait une déchéance, là, quelque part, sans qu'il y ait une perte. Écoutez, est-ce que je vous lis... Alors, je vous l'ai montré. Alors, c'est un livre très important. Mais c'est un livre qui ne se lit pas. C'est un livre qui s'écoute. C'est un livre qui se voit. C'est un livre qu'on reçoit physiquement. C'est un livre-corps, en fait. Hein. Je vous ai parlé souvent de livres sources, de livres des livres qui ouvrent à d'autres bibliothèques. Mais celui-ci, il l'ouvre sur une autre sorte d'espace. C'est un livre qui provoque l'imaginaire, en quelque sorte. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette idée-là que Penniot, lui, c'est un fou de livre. Alors ça, là-dessus, et qui continue à publier à un rythme régulier. C'est un jeune homme, à peine 95 ans. Et il a, si vous voulez en savoir davantage sur son travail, il a un site Internet qui lui est consacré, qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement bien fait. Je vous l'ai parlé il y a 2 jours, mais je pense que je vais vous lire demain. Je vais revenir sur Penniot et je vais vous lire demain ce passe. Il y a de nombreux passages avec, mais c'est surtout la relation entre son patron. Hein. Mais l'effet que ça lui fait de travailler pour la Canadian and French Magazine. C'était pas un franc succès, croyez-moi, et il n'y avait pas beaucoup d'interlocuteurs européens, français, qui étaient très, très impressionnés de travailler pour le Reader Digest. Il y a 2 jours, je pense, je vous ai parlé des bouches rouges. Hein? Et j'ai parlé de... Attendez, on reste dans les beaux livres. Hein? Ce soir, au fond, je sors mes plus beaux atouts. Attendez, j'arrive pas à le sortir. Attendez, je reviens. Ouais. Alors, je vous montre l'étui. Un étui en plastique. Et Paul Barry-Lapointe, tenez. Bouche rouge, illustré par sa compagne Gisèle Véraud. Et ça c'est vraiment un beau et bel ouvrage. Publié chez l'Obsidienne. L'Obsidienne, non pas l'Obsidionale, mais l'Obsidienne, c'est une pierre, je pense que c'est une pierre noire, presque volcanique, mais également presque du verre noir. Alors, elle avale la lumière et elle est tranchante. Alors, voilà, elle avale la lumière et elle est tranchante. Ça pourrait être une belle description de la poésie. Tenez, je vous montre. On va aller voir la justification du tirage. Mais les bouches rouges ici, ça n'a aucun rapport avec les bouches rouges des Haïtiens montréalais. Alors voilà, c'est un tirage de 100 exemplaires. En bibliophilie pure, évidemment, l'idéal, c'est un seul exemplaire. Ça, on ne peut pas aller plus loin que ça. Et autant que possible, évidemment, un exemplaire, c'est d'une personne à l'autre, et le destinataire ou la destinatrice n'est qu'une seule personne. Alors, c'est un échange d'humain à humain. Ça, on peut pas être plus puriste que cela. 10, on commence à élargir le cercle. 100, à mon sens, c'est limite. On ne doit pas dépasser 100. 100, c'est la limite de la belle bibliophilie.
Alors, il a été tiré de cet ouvrage 100 exemplaires sur vélin, pur chiffon, de rive, dont 10 exemplaires hors commerce, numérotés de 1 à 10, et 90 exemplaires numérotés de 1 à 90, et signés par les auteurs. Les poèmes de Paul-Marie Lapointe ont été composés à la main, hein, ça c'est l'orthodoxie, en Kennerlé corps 12 et imprimés par Pierre Guillaume, qui est avec Martin Dufour, qui sont les deux sommités québécoises en ce domaine. Les lithographies de Gisèle Véraud ont été tirées aux ateliers Arachel par Paul Séguin. La reliure fait main est due aux soins de l'atelier de l'art et de la reliure. Et notre exemplaire ici porte le numéro 52, achevé d'imprimer à Montréal le 20 mars 1976. Il faudra bien que je vous entretienne un jour de Paul-Marie Lapointe, qui est le fameux Vierge incendiée, publié chez Mitramite, hein, la même année que le manifeste de refus global. Mitramite, 4 titres, dont le Vierge incendiée. Et Paul-Marie Lapointe est une sorte de génie sauvage à 18 ans. En tout cas, il a écrit... et il a envoyé ça à Montréal. Et les gars... Les instigateurs de Mitramite, Pierre Gauvreau, Claude Gauvreau, ont été éblouis par la prose de ce jeune homme de 18 ans sans réel bagage poétique et sans aucun contact dans le monde de l'édition, dans le monde de la poésie. Alors, je vais vous montrer les illustrations qui sont assez certaines ressemblances avec les encres de Roland Giguère, vous pouvez en juger. Vous voyez? Je vais vous en reparler. Ah ouais, c'est bien. Son réel absolu aussi est absolument... Il a fait un livre aussi. Hey, des fois, sans faire exprès, j'ai pas de la suite dans les idées, mais presque. Il a fait un recueil en 2 tomes, qui est également écriture, qui est également un ouvrage qui pourrait avoir certaines ressemblances avec Typoésie, parce que c'est un ouvrage qui joue avec, justement, les caractères et la disposition, et qui s'appelle Écriture. Et, ouais, là, je sais pas où je l'ai mis, dans ma bibliothèque de fou, que je suis en train de je sais même pas si on peut appeler ça déballer, hein, selon le titre de l'ouvrage de Benjamin. La mienne, ça serait plutôt ma bibliothèque m'avale, ma bibliothèque en fait, parce que il y a la bibliothèque personnelle, il y a la librairie, les deux, il y a quand même encore une séparation, parce que bon, Bouche Rouge, par exemple, ça fait partie de ma bibliothèque, je sais c'est où, mais écriture, je ne sais pas. J'ai regretté de ne pas m'être porté acquéreur de l'édition de tête, justement, d'écriture, qui finit par valoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ce qu'il faut dire aussi sur Paul-Marie Lapointe, c'est que c'est un poète saint, qui n'était pas... qui était journaliste, au Maclean, si ma mémoire est bonne, et qui s'est tenu loin de l'agitation poétique, qui a eu une vie très rangée, une vie pas spectaculaire, aucun des excès auxquels on reconnaît parfois certains poètes hirsutes. Mais est-ce que je vous lis le passage? Ouais, je vais vous le lire, tenez. Je ne peux pas vous faire le coup à chaque soir de vous dire je vais vous proposer quelque chose et que je ne le ferai pas. Mais à un moment donné, je vais revenir sur Paul-Marie Lapointe. Pour moi, il est important
C'est un de mes poètes préférés. C'est un de mes poètes préférés, point. Rendu à un certain niveau, on ne fait plus la distinction. On peut la faire... on va laisser les autres la faire entre un poète québécois et un autre poète de notre origine. Mais rendu à un certain niveau, là, tout ça est transcendé. Hein? La poésie transcende et réunit les peuples. Et réunit... Miron, par exemple, avait un amour incroyable pour tous les poètes au fond de la planète. Et c'est ce qui faisait aussi, qui était l'incarnation du poète le plus fraternel, le plus fraternel. Au fond, voilà. Cependant, le ton résolument optimiste du Canadien, fidèle aux préceptes de la méthode Coué, s'insinuait jusque dans les articles médicaux. À Rouvert, toujours en peine de titre, que n'avais-je proposé? Cancer can be fun. Un jour, mon appartenance au Canadian and French Magazine devait me mortifier encore plus qu'à l'accoutumée. À l'hôpital des enfants malades, le professeur R avait consenti à m'accorder un rendez-vous. Visiblement, il ne m'avait pas attendu, et il y avait de fortes chances qu'il m'eût oublié. Je le cherchai dans tout l'hôpital, quand à l'extrémité d'une salle, toute en longueur remplie d'enfants piailleurs, j'aperçus un groupe de personnes en blouse blanche. Lorsque R, car c'était lui, entouré d'un groupe d'internes, me vit, il se retourna vers moi et croisa les bras tandis que j'approchais. En âge, rouge de timidité, je bafouillai pour décliner mon nom et surtout celui de mon journal. R, cinglant, répondit « Ah, parce que vous êtes au Canadian and French Magazine? » Aussitôt, ce fut un éclat de rire général. « Alors, monsieur le journaliste, comme cela, on s'intéresse à la psychoanalyse, ajouta-t-il, se souvenant de l'objet de ma visite. Il aurait pu s'amuser ainsi longtemps, mais il eut pitié et me demanda d'aller l'attendre dans son cabinet. Comment faire comprendre à Rouvert que le seul nom du Canadien déchaînait les rires quand il ne vous fermait pas les portes? Il aurait en effet suffi que je lui dise pour qu'il me réponde que les sarcasmes, c'est moi qui, par mon attitude, les avais suscités. De son côté, n'avait-il entendu que des louanges? Le tirage était là, qui lui donnait raison contre moi et ses soi-disant rieurs. Quant aux articles, le point de vue des personnes que j'interrogeais était toujours différent de celui de Rouvert et, à travers lui, des Canadiens. Pour ces derniers, tout ce qui n'était pas anglo-saxon ne pouvait avoir un intérêt universel. Hélas, je n'étais pas habilité à départager des médecins, des économistes ou des savants, lesquels, déjà, chez eux, entre eux, parvenaient rarement à se mettre d'accord. J'avais appris à mes dépens que lorsque les faits que j'étais chargé de rapporter ne se pliaient pas à l'idée préconçue qu'il en avait, Rouvert avait l'habitude de s'en prendre à mon incapacité. Pardi, je l'embarrassais. Si en effet il avait dû tenir compte de mes observations, il lui aurait fallu reconsidérer la publication de tel ou tel article, et d'avance, il y était d'autant moins décidé que c'eût été contesté ses maîtres étrangers. Sa lâcheté interdisait à Rouvert de seulement y songer. Comparé au leur, notre chauvinisme semblait un jeu d'enfant. Et puis le journal existait bien avant mon arrivée, se vendait à des centaines de milliers d'exemplaires, et ce n'était tout de même pas un petit blanc-bec
comme moi, qui allait lui apprendre son métier. En fait, je n'ignorais pas qu'avec mes fameuses enquêtes, j'embrouillais tout. Je m'explique. Les Canadiens devaient me donner le point de départ, étroit s'il en fut, de mes recherches. Quel était l'aspect français de la question soulevée? Tel médicament était-il bien connu en France? L'utilisait-on? Où? Comment? Avait-il fait ses preuves? De tels renseignements eussent été faciles à recueillir si, en bonne logique, tout s'était passé en France de la même façon qu'outre-Atlantique, à une seule différence de degré près. Mais c'était bien là ma veine. Dans presque tous les domaines, ce rapetissement, pour ne parler que de lui, entraînait une modification totale des structures, des jugements et des options. Qui pouvais-je après tout? Si les tunnels français étaient moins hauts que ceux du continent américain d'un bon maître, si l'âge de la formation des pilotes d'avions à réaction était plus élevé en France qu'au Canada, si tel remède contre le cancer tenu ici pour une fumisterie était considéré outre-Atlantique comme une panacée. Et pourtant, Rouvert me répondait sur un tel ton que la vérité me trahissait et que les mots, les expressions, ma langue même, me faisaient défaut. Je ne parvenais pas à lui communiquer des faits dont pourtant je venais de prendre connaissance. Plus je sentais croître l'agacement de Rouvert, plus je brouillais les cartes, comme à plaisir. Alors je le noyais littéralement sous un amoncellement d'arguments qui, parce qu'il mettait le contexte français en contradiction avec l'article de la langue anglaise, tendait à le convaincre d'ajourner la publication de ce dernier. Derrière la tête de poisson de mon chef, je voyais les boiseries de son bureau vaciller et parfois même, dans un éclair, basculer complètement. Ma victoire qu'à d'aventure j'avais eu la chance de persuader mon interlocuteur du bien fondé de ma thèse n'était que de courte durée. Mes documents dépouillés, ils l'étaient la plupart du temps par Mme Pollereau, laquelle était perspicace, ma supercherie apparaissait au grand jour. Cependant, je devais finir par acquérir une telle dextérité que, tout le premier, je ne savais plus qui des savants que j'avais interrogés, de Rouvert ou de moi avait raison, où était la vérité canadienne, ou la française. Mais si je risquais ma situation, la petite confusion que je créais alors en même temps qu'elle me disloquait me saoulait plus profondément que le plus concentré des alcools. Lorsqu'éberlué j'émergeais enfin de ces embarras sans vouloir en démordre, je défendais pied à pied mes positions, pourtant bien inconfortables. Pire, j'entendais ne plus douter de mon bras droit, le plus gros, et que j'ai toujours conservé la certitude d'avoir été bafoué. Pour expliquer mes errements, Rouvert avait un argument, toujours le même. Avec mon mauvais anglais, une fois de plus, je n'avais pas compris l'article canadien qui aurait dû me donner les limites exactes de mon enquête. Sans doute, par honnêteté, faisais-je devant lui quelques réserves quant à ma connaissance de cette langue, mais je comprenais parfaitement, et ce jusque dans ses exactes limites, quel était le sujet traité. Bien que j'en fusse indirectement l'auteur, l'injustice de Rouvert me révoltait. Cependant, par un juste retour des choses que j'aurais pu prévoir si je n'avais pas été aussi emporté, les problèmes que je posais confirmaient mon chef dans la haute idée qu'il se faisait du Canadien, et par ricochet de sa valeur à lui, Rouvert. Non, décidément, je n'étais qu'un intellectuel, intelligent peut-être, mais inopérant. Ben voilà. Alors, ouais, c'est un petit ouvrage, j'avais compris. C'est plutôt anecdotique, mais je conclus là-dessus. Faut pas oublier ce que je ne vous ai pas dit, c'est que celui qui a introduit Peignot à la littérature, c'est l'auteur de l'âge d'homme, qui est au fond le
le père, hein, le père de l'autofiction, c'est-à-dire Michel Leiris, dans son célèbre ouvrage, donc, L'âge d'homme. Et c'est par Michel Leiris que Jérôme Pegnaud a fait son entrée en littérature. Alors, à partir du moment qu'on se choisit soi comme sujet principal de sa propre écriture, eh bien, on peut broder à l'infini, on peut gloser, on peut s'entregloser, on peut se citer, on peut citer des auteurs, on peut entremêler des auteurs à sa propre vie. Au fond, l'expérience d'écriture-lecture en un seul mot peut devenir absolument radicale. Et que cela soit vrai, que cela soit faux, que cela soit tout à fait un peu vrai, tout à fait totalement faux, imbriqué dans un va-et-vient de certitude, d'incertitude, d'errement, de fulgurance, de raccourcis, de détours, de dédales, de cul-de-sac. Ça doit pour finir ressembler à une œuvre d'art. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein? Petite finale endiablée. 42 minutes. Aujourd'hui, j'ai travaillé très, 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 très fort. J'ai déplacé des tonnes de livres. Parce qu'on rouvre, oui. On ne réouvre pas, on rouvre. Lundi, le 8 février. Nous sommes fermés depuis le 24 décembre. C'est assez curieux, cette période-là. Et ben là, aujourd'hui, j'ai rien proposé à la vente, comme je l'ai annoncé sur ma plateforme Facebook. Je ne reproposerai pas de livres à la vente avant le 10 février. Il y a des cartons là, partout. J'ai au moins 800 livres à classer sur les rayons. Des pas mal bons, tenez. Ah, tenez. Je devrais le mettre en vitrine. Il était là devant. Régine Robin, qui est décédée hier, semble-t-il. L'immense... Ah, franchement, ouais. L'immense, c'est ça, hein. Je voudrais quasiment dire, c'est presque de la synchronicité, parce que celui-ci, Grandeur et misère d'un employé de bureau, je l'ai trouvé en faisant du ménage dans ma bibliothèque. Ça, c'est un livre qui est à moi, mais j'avais complètement oublié son existence. Et là, je l'ai ouvert, et je suis tombé sur cette affaire-là de la Canadian and French Review. Et donc, alors je dis, ben voyons donc, Canadian, oui, and French Magazine, pardon. Et j'ignorais parfaitement que Jérôme Pegnaud avait travaillé pour le Reader Digest. Hein? Ça fait rêver quand même. Et là, donc, je vois ça, l'immense fatigue des pierres de Régine Robin, qui est décédée hier. Eh bien, c'est quoi? Et c'est l'exemplaire de Gilles Marcotte, annoté. C'est quand même incroyable. Elle aussi, justement, c'est ça qui est incroyable. Là, faut que je m'arrête, mais elle aussi, je pense qu'elle aussi, elle appartient à cette école-là de Michel Leiris, parce qu'elle a entrelacé sa propre vie avec l'histoire avec un grand H, ses pérégrinations dans des villes étrangères, sa recherche, son écriture aussi cybernétique, parce qu'elle avait un blog, et que provoquait l'effet de l'écriture numérique sur l'écriture, on va dire, traditionnelle. Elle a réfléchi à ces questions-là, Régine Robin. Et je vous tenir, là, je vous quitte là-dessus. Je pense... Ah oui. Ben voilà. Ah oui. Ben voyez comment ça se passe. Là, vous assistez à comment je rapporte, comment je m'empare de certains livres qui sont dans ma librairie, que je me destinais à les vendre, tout simplement. Et là, tout à coup, ben, je peux pas vendre Régine Robin. Pas un Régine Robin annoté par Gilles Marcotte, qui est un extraordinaire essayiste.
Ça, l'amateur de musique, écrire à Montréal, ce sont des essais que en tout cas, que je vous invite, excusez-moi, je vais bien fatigué, la journée était longue, que je vous invite à lire, à méditer, à réfléchir. Hein. Un grand amateur de Wallace Stevens aussi. Hein? Wallace Stevens, un poète extraordinaire. Alors, il écrit, justement, il annote, pardon, dis-je, cette phrase de Régine Robin. Il me faut un coin où l'histoire, avec un grand H, cesse d'enfoncer ses vrilles dans la chair humaine, un coin d'ombre amnésique, idyllique, une éternité suspendue pour mes rémémorations incertaines. Et là, elle poursuit, mais là, c'est pas annoté par Marcotte. Demeureront le vent, le frisson de l'arbre la nuit, le parcours des nuages, et moi sans âge. Ne plus migrer, ne plus bouger, ne plus chercher un lieu. Cesser de croire qu'ici, enfin, on va déposer ses valises, on va être bien, on va souffler, enfin chez nous, enfin à nous, enfin. S'arrêter simplement ici ou là, ici plutôt que là, comme ça. Cesser de se battre encore avec l'altérité. Moi aussi, j'avais cru. Et là, s'ensuit un long poème. Ah, c'est extraordinaire. Ah, ouais, ouais. Même si Régine Robin a eu des mots extrêmement durs à l'encontre du nationalisme québécois, ça, je pense que cet aspect-là, parfois c'est très difficile à comprendre pour un Européen. Puis un Européen aussi qui a subi dans sa chair les ravages d'un nationalisme ethnique meurtrier. Et juste le mot nationalisme, pour certains Européens, ça y est, l'ombre des camps apparaît. Alors je pense que Régine Robin, elle a été marquée justement dans sa chair et dans sa psyché, dans son parcours intellectuel, par ces traces mémorielles de l'horreur. Oh, hein? Alors c'est tout, 48 minutes, aïe aïe aïe. Mais c'est ça qui arrive aussi, c'est que je pourrais passer, en fait, je pense, peut-être qu'un jour je le ferai, un 24 heures. C'est-tu possible de faire une vidéo qui dure 24 heures et où je me promène dans la librairie. Et il y a des livres que j'ai lus, il y a des livres que j'ai pas lus, il y a des livres que j'ai envie de lire. Et puis je fais le tour, comme ça, des rayons, puis je m'arrête. Et puis je vous lis des passages, et puis je laisse... j'improvise là-dessus. Je m'arrête aussi. Hein? Je m'arrête. Je laisse 10 minutes de silence. Je braque la webcam sur un rayonnage, comme là, ici, par exemple. Tenez. Oups. Et puis, je reste comme ça. Et puis, je vous dis, bon, ben, voyez, c'est pas beau, ça, des rayonnages de livres, hein, ça? Profil du personnage, c'est Claude Simon. Claude Simon, un auteur que je méconnais. J'ai lu il y a très longtemps La route des Flandres. Mais c'est un auteur qui me fascine complètement. C'est incroyable à quel point cet auteur-là exerce chez moi une emprise psychique qui défie tout entendement. Est-ce parce que c'est une sorte de saint, lui aussi, qui est toujours dans la pratique d'écriture, qui écrivait sans arrêt, qui ciselait une phrase, qui la retirait, la remettait. Pour moi, c'est l'absolu de l'écriture, au fond, Claude Simon. Bon, ben écoutez, c'est bon, là, j'arrive à 50 minutes. Tenez, je vais rester jusqu'avec vous, jusqu'à les 15 prochaines secondes. Je vous montre, tenez. Demain, je vais vous lire ça. Mais là, je vais respecter, je vais vous lire un passage. Peut-être là où il refuse de serrer la main
À qui il refuse de serrer la main? À Drieux-La Rochelle. Voilà, 50 minutes. Merci, bonsoir et à demain.